Parmi tous les mangas existants et parmi toutes les rivalités qui sont mises en avant dans ces derniers, s'il y en a bien une qui se démarque des autres, c'est bien celle de Son Goku et Vegeta. Mais pour comprendre la nature profonde de cette rivalité, il faut bien réussir à comprendre ces deux personnages, car bien que pour beaucoup ça ne concerne qu'une histoire de puissance, eh bien c'est plus profond que ça. Bonjour à vous mes Saiyajins, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la rivalité qui unit Son Goku et Vegeta. Pour commencer, il faut comprendre la personnalité de Son Goku, car bien que dans Dragon Ball premier du nom, notre jeune Saiyan apparaît comme étant un jeune enfant innocent, pur et naïf, dans Dragon Ball Z, c'est autre chose. Son Goku est père de famille, il est adulte, il est plus sérieux et surtout, il n'a pas exactement la même philosophie qu'avant. Par exemple, pour le jeune démon Piccolo, et malgré la menace qu'il représente, Son Goku a préféré l'épargner d'une part pour sauver Kami, mais aussi pour pouvoir l'affronter dans le futur. Pour Raditz, ce n'est pas la même chose. Son Goku a ressenti le danger et il n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour éliminer Raditz, et surtout il n'a pas été contre le fait de l'éliminer. Dans tous les cas, Son Goku reste quelqu'un de magnanime, il n'hésite pas à venir en aide à ses amis et il reste quelqu'un de très loyal. Pour preuve, lorsque Krillin a été éliminé par Tambourine, Son Goku est immédiatement parti à la recherche de son assassin pour en découdre. Il est même devenu un ami proche de Yamcha et Tenshinhan, qui au départ étaient tous les deux de redoutables adversaires pour lui. Et pour Vegeta c'est différent, déjà il débarque dans l'œuvre comme étant le principal ennemi à vaincre, faisant passer Daimao, Piccolo et Raditz pour des petits criminels de bas étage. Bah oui, puisqu'il apparaît comme étant un redoutable conquérant de planètes à travers l'univers, vantant les mérites et la force Saiyan. Malgré le fait qu'il se dit prince des Saiyans, fier peuple de combattants redoutables, le côté loyal ne fait pas partie de son vocabulaire, puisqu'il se fiche royalement de la perte de Raditz. C'est un point important à souligner, puisque hormis Son Goku alias Kakarot, ils ne sont plus que 3 Saiyans, Raditz, Nappa et Vegeta. On pourrait donc penser que la perte d'un des derniers Saiyans encore vivants pourrait affecter le prince en personne, mais non. Pas du tout. Et là encore, vous n'avez rien vu. Lorsque la Z-Team fait une démonstration contre les Saibaman, c'est au tour de Vegeta de leur montrer de quoi il est capable en détruisant d'un seul geste un Saibaman, qui pourrait d'après Nappa avoisiner la puissance de Raditz. Un peu plus tard encore, alors que Nappa vient d'échouer face à Son Goku, Vegeta préférera achever son vieil ami Nappa plutôt que de lui venir en aide. Son Goku est lui-même choqué par cette exécution, il comprend enfin qui est Vegeta et quel est son vrai visage. Pourtant, et contrairement à Raditz, à la fin du combat qui oppose Son Goku et Vegeta, notre héros préféré demandera à Krillin d'épargner Vegeta alors que notre petit chauve avait la possibilité de l'achever. C'est ainsi que démarre la rivalité entre Son Goku et Vegeta. Parce que Vegeta a vécu cette survie entre guillemets comme une humiliation, ne supportant pas d'avoir été épargné par ce qu'il estime être faible. Mais depuis le début de la vidéo, je vous ai parlé de la personnalité de chacun, ou du moins des gestes qu'ils ont pu avoir auprès de leurs proches, et on comprend que malgré la force de chacun, cette rivalité est aussi mentale. Un parfait mélange entre le bon côté et le mauvais côté qui pendant des années vont s'affronter pour mener à une conclusion que nous allons voir tout au long de cette vidéo. L'évolution de chacun au sein de Dragon Ball est un élément très important à observer pour mieux comprendre les réelles raisons de cette rivalité. Par exemple, après sa défaite face à Son Goku et après avoir été rétabli de ses blessures, Vegeta apprend que le redoutable tyran Freezer est en quête des Dragon Ball. Pour Vegeta, c'est inconcevable, c'est lui qui doit obtenir la vie éternelle et surtout pas ce Freezer. Mais qui est-il et pourquoi semble-t-il préoccuper autant notre prince des Saiyans? Au fil des chapitres, on constate que même si Vegeta était redoutable et quasi intuable sur Terre, lorsqu'il est approché par Kiwi, on comprend qu'en réalité, il se situe très bas dans l'échelle de puissance. Kiwi étant un des soldats de Freezer et ayant lui-même une puissance avoisinante les 18 000 unités et s'amusant à insulter Vegeta sans avoir à craindre le prince puisqu'il est protégé par Freezer. Car oui, de tous ces soldats, celui que Freezer déteste le plus, c'est Vegeta. Mais là encore, il faut progresser dans l'œuvre pour comprendre pourquoi. Comme je vous le disais à l'instant, Kiwi s'amuse à humilier Vegeta, mais grâce à ses combats sur Terre, le Saiyan a pris en puissance et n'aura aucun mal à éliminer Kiwi. C'est ainsi que débute sa rébellion face à Freezer. Quelques séquences plus tard, Vegeta intervient dans la chasse de Dodoria qui fait face à Krillin, Sangohan et Dende. Et alors qu'un combat débute entre le prince et le soldat de Freezer, on comprend quelque chose de très important qui va venir nous donner quelque chose de concret vis-à-vis de Vegeta. Après avoir malmené Dodoria, ce dernier comprend qu'il n'a aucune chance face à Vegeta, donc sa seule issue, pour espérer ressortir vivant de cet affrontement, est de dévoiler la vérité concernant l'origine de la destruction de la planète Vegeta. Vegeta accepte alors d'écouter ses propos. Maître Freezer n'avait
n'avaient pas peur des Saiyans individuellement, mais si plusieurs d'entre eux avaient décidé de s'unir pour se rebeller, ils auraient posé problème. En plus, parmi les Saiyans, des guerriers surpuissants comme toi commençaient à apparaître et à se multiplier, et comme vous n'étiez pas le genre de peuple à continuer d'obéir aux ordres, si vous étiez devenu plus fort, Maître Freezer a dû prendre des mesures contre vous, alors il a détruit la planète Vegeta, et vous les Saiyans lui-même. Après ces propos, même si Vegeta n'a pas l'air d'éprouver quelconque émotion, et bien en réalité ses aveux l'ont particulièrement affecté. Personnellement, j'ai ressenti la profondeur de cette séquence car on comprend que Vegeta a été manipulé par la même personne qui a détruit son monde et son peuple, lui qui était pourtant si fier de les représenter comme princes. Vegeta lui-même comprend qu'il a été manipulé, qu'il a été sous les ordres du tyran qui a martyrisé son peuple depuis des années. Il se sent utilisé et si bête, mais pas le temps pour la réflexion. Son idée d'empêcher Freezer d'obtenir l'immortalité pour pouvoir lui-même l'acquérir grandit. Il veut venger son peuple et ainsi Sangoku ne devient plus son ennemi prioritaire. En revanche, même si Sangoku n'est plus l'ennemi à abattre dans un premier temps, il reste le rival numéro 1 du jeune Saiyan. Et ça on le comprend dès lors qu'il débarque sur Namek. On en vient à la défaite de Vegeta face à Rikum, car bien que Vegeta a fait beaucoup de progrès, il échoue face à Rikum, un membre du commandant Ginyu. Sangoku vient d'arriver sur Namek après un rude entraînement de 6 jours dans le vaisseau. Il ne lui reste plus qu'à retrouver Sangohan et Krillin pour leur venir en aide. Chose faite, il offre à ses amis et à Vegeta un senzu pour qu'ils puissent se rétablir de leurs blessures, et quant à Rikum, il devient l'adversaire principal de Sangoku. Et même si Vegeta aurait pu le vaincre après son Zenkai, il ne faudra qu'un seul coup de coude venant de Sangoku pour vaincre Rikum, celui qui a mis mal le prince des Saiyans, Vegeta. Ce dernier, ayant pu voir la scène avec sa vision, comprend que son rival Sangoku a atteint un niveau largement supérieur au sien et lui-même reconnaîtra sa force. Bref, même si Sangoku débarque plus fort que jamais, ce n'est pas ça qui va détourner Vegeta de son objectif ultime, réunir les 7 Dragon Ball et obtenir la vie éternelle. Freezer reste toujours l'ennemi principal à abattre, et avec ce qu'il a appris par Dodoria, sa détermination ne fait qu'être nourrie par ses pensées. Il est quand même bon de préciser que lorsque Ginyu s'était emparé du corps de Sangoku, Vegeta a pris beaucoup de plaisir à le malmener. Cependant, il est sympa de rappeler qu'il a pris soin de placer son rival dans une capsule de guérison pour que celui-ci puisse être rétabli. L'ultime affrontement entre le prince des Saiyans et Freezer débarque, quelques chapitres plus tard. Il est temps pour Vegeta de venger son peuple, ou bien il est temps pour Freezer d'en finir avec ce peuple. Même si Vegeta a fait des progrès impressionnants en l'espace de quelques jours depuis son combat sur Terre, au point de tenir tête à Freezer en première forme, il ne pourra pas l'affronter bien longtemps puisqu'on apprend que Freezer possède plusieurs formes et que celle qu'il occupe depuis le début ne sert qu'à étouffer sa puissance. Vegeta est dépassé et n'aura plus d'autre choix que de demander à Krillin de le blesser pour que Dende le soigne afin d'obtenir un Zenkai lui permettant de pouvoir affronter Freezer. Mais la puissance du tyran est trop démesurée et notre prince des Saiyans se fera malmener, humilié et laissé pour mort des mains de Freezer. Et c'est d'ailleurs également à ce moment que l'on peut comprendre à quel point Freezer détestait Vegeta. La venue de Sangoku est imminente. Nous avons donc un triangle unique composé de Sangoku, le héros principal de l'œuvre, le terrien adorable qui vient de découvrir ses origines Saiyan et qui n'a vraiment pas d'attache envers son peuple. Avec Vegeta, le prince des Saiyans qui débarque sur Terre pour les Dragon Ball et qui se retrouve à affronter l'un des siens en parlant bien sûr de Sangoku, ainsi une rivalité débute. Et il y a Freezer, le tyran qui a martyrisé des peuples entiers, celui qui a détruit la planète Vegeta avec son peuple, qui a manipulé Vegeta durant des années et qui se retrouve à affronter celui qui n'a rien demandé à personne, Sangoku. Le plus joli dans cette histoire, c'est que Vegeta confie à Sangoku la vérité sur le sort de leur peuple, qui est Freezer et qu'est-ce qu'il a fait à l'encontre des Saiyans. Et lui, il lui fait promettre de venger leur peuple en éliminant ce tyran sadique et inarrêtable. Bref, si vous êtes fan de Dragon Ball, alors vous connaissez forcément le combat qui oppose Freezer à Sangoku sur Namek, donc inutile de vous détailler dans les lignes. Sangoku obtient la vengeance des Saiyans en laissant Freezer pour mort dans l'espace, ainsi se clôture la saga Namek. Vegeta quant à lui a été ressuscité avec les autres victimes de Freezer et il est téléporté sur Terre car la planète Namek était sur le point d'être détruite. Avec le fait que Sangoku a battu Freezer, on pourrait croire que Vegeta va le remercier, le féliciter ou peut-être même sympathiser avec notre héros. Pourtant, sa seule préoccupation est que Sangoku s'est transformé en Super Saiyan, et ça c'est quelque chose qui va le mettre mal pendant des années, le poussant à s'entraîner intensivement pour lui aussi espérer l'atteindre un jour. Donc on comprend à ce niveau-là que la rivalité entre Sangoku et Vegeta est profonde, car même si ça part d'un débat de puissance, c'est aussi au niveau mental que leur rivalité se structure. Il faut bien se mettre à la place de Vegeta qui jugeait Sangoku comme un guerrier Saiyan sans aucun mérite, et pourtant ce même Saiyan de Baran a battu Freezer et a triomphé là où Vegeta
a échoué. Le fait qu'un Saiyan amnésique qui n'a aucune connaissance de la nature réelle du peuple Saiyan se retrouve à affronter et vaincre le tyran Freezer au nom de tous les Saiyans est inconcevable. Mais c'est bien arrivé. La rivalité ne fait que se renforcer du côté de Vegeta. Pour moi, il y a deux types de rivalité. Il y a la rivalité positive, donc c'est celle qui nous pousse à nous surpasser au quotidien pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et la rivalité négative, c'est celle qui nous pousse à nous surpasser dans l'unique but d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Et peu importe les étapes à franchir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les passera pour atteindre nos objectifs. Pour moi, Vegeta est dans une rivalité négative, car à ce moment-là de l'histoire, s'il a besoin de tuer pour être meilleur que son rival, il le fera sans sourciller. Mais qu'en est-il de la suite? Que se passe-t-il après la saga Namek? Eh bien dans un premier temps, Vegeta est contrarié d'apprendre qu'il existe un autre Super Saiyan, et je parle bien de Mirai Trunks, et il sera encore plus contrarié de voir deux Super Saiyans s'affronter amicalement. Pour lui ce n'est plus possible, le grand prince Vegeta, le guerrier d'élite ne peut pas se contenter de la 3ème place, il doit vite remédier à ça et redevenir le numéro 1. C'est ainsi qu'il opte pour un entraînement intensif, digne des plus grands guerriers de tous les temps, mais ça on va y revenir prochainement. Quelques séquences plus tard, la maladie au cœur de Sangoku se manifeste. Affaibli, il échoue face à C19 qui est sur le point de puiser toute sa vitalité, mais un mystérieux inconnu intervient. Bon, ce n'est pas vraiment un inconnu, il s'agit en réalité de Vegeta qui, comme il le dit lui-même, si quelqu'un doit vaincre Sangoku, c'est lui en personne et personne d'autre. Mais là où Vegeta nous a tous surpris, c'est lorsqu'il décide de se transformer pour la première fois en Super Saiyan, sous les yeux surpris de la Z-Team et des cyborgs. Donc oui, à ce moment-là, Vegeta décide de sauver Sangoku pour pouvoir le vaincre lui-même. On reste toujours dans une rivalité négative, en revanche, celle-ci semble être légèrement différente d'avant. Les chapitres défilent, Sangoku finit par se réveiller de son coma et décide de rejoindre Vegeta qui vient de subir une sale défaite face à C18, et rien de mieux que de partager une solution pour gagner en puissance avec celui qui veut vous abattre. Même si Vegeta a énormément gagné en puissance grâce à cette solution, qui comme vous l'avez deviné concerne la salle de l'esprit et du temps, eh bien il va très vite remarquer que Sangoku aussi a fait d'énormes progrès. Notre héros n'aura d'ailleurs aucune peine à lui confirmer qu'il est bien plus fort que lui, et ça, Vegeta va en avoir un avant-goût lorsque Sangoku va partir chez Karin faire une petite démonstration. Mais c'est face à celle parfaite que Vegeta va réellement comprendre à quel point Sangoku est plus fort que lui, et comme si ça ne suffisait pas pour notre prince, il constatera que même Sangohan est devenu bien plus fort que lui. Avec l'apparition du Super Saiyan 2, c'est difficile pour Vegeta de digérer l'écart de puissance que père et fils rivaux lui ont mis. Vegeta se jure à ce moment-là de ne plus jamais se battre. Mais n'allons pas trop vite en besogne, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est de remarquer à quel point Vegeta semble être touché par la mort de Sangoku. Car même si on pourrait croire que cela le contrarie de ne plus avoir l'opportunité de le vaincre, en réalité on remarque surtout qu'il a l'air marqué par le geste de Sangoku. Comme si cela avait eu un déclic mental en Vegeta. Car oui, Sangoku l'a épargné sur Terre, ce qui a dégoûté Vegeta au plus haut point. Par la suite, ce même Saiyan a triomphé de Freezer sur Namek, permettant à Vegeta d'être ressuscité et de vivre tranquillement sur Terre. Plus tard, c'est Mirai Trunks qui élimine Freezer en quelques secondes, et encore plus tard, Sangoku se sacrifie pour épargner la Z-Team d'une mort certaine, et Sangohan élimine le monstre, sauvant ainsi toute la Z-Team. Vegeta a ce sentiment d'être un poids pour les autres, mais aussi pour lui-même. Lui qui n'a pas réellement triomphé d'un grand méchant, il a battu des adversaires, c'est sûr, mais cela a eu moins d'impact que les autres. La fin de la saga Cell nous montre un Vegeta brisé moralement, qui n'a pas eu de succès face à ses ennemis, et qui surtout dépend des autres indirectement. Mais comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, le sacrifice de Sangoku a créé un déclic mental en Vegeta. Sa personnalité va changer dans les années à venir. Ce qui tout naturellement nous amène à la saga Buu, 7 ans après la mort de Sangoku et le prime de Sangohan. Dès le début de la saga Buu, Sangohan répand la nouvelle du nouveau tournoi des arts martiaux, le Tenkaichi Budokai, dont l'édition est la 25e. Vegeta en est réjoui, il en profite pour rappeler à Sangohan l'écart de puissance qu'il y avait entre eux il y a 7 ans, mais entre temps il a poursuivi quotidiennement ses entraînements. Et là c'est très intéressant de l'apprendre puisqu'on comprend que Vegeta n'est plus vraiment dans une rivalité négative mais positive, ce qui confirme mes propos sur ce changement en Vegeta depuis la disparition de Sangoku. Car oui, pendant 7 ans, il s'est entraîné pour lui-même. Le fait d'avoir été inutile durant le combat face à Freezer puis à Cell, Vegeta a pris une décision pour lui-même. Cette fois-ci, ça ne concernait pas Sangoku puisqu'il est mort. Alors oui, peut-être qu'une partie de cette motivation était liée à Sangoku et à son geste, puisque Vegeta a pu continuer sa vie auprès de sa femme Bulma et de son fils Trunks, grâce à son rival. Là où la rivalité va revenir un peu négativement, c'est lorsque Sangoku va lui aussi confirmer sa présence au 25e Tenkaichi Budokai. Le bonheur de Vegeta ne fait qu'exploser. Alors pourquoi je parle de rivalité négative? Parce que même si pendant 7 ans celle-ci était positive, le fait que Sangoku fasse son retour seulement 24 heures est suffisant pour corrompre le changement et les progrès que Vegeta a fait. Car oui, quelques séquences plus tard, alors que le combat opposant Sangoku à Vegeta est reporté à cause du danger Babidi,
Vegeta se contente d'observer Sangoku face à Yakon. L'énergie que dégage Sangoku confirme les soupçons de Vegeta. Sangoku n'est plus le même qu'avant, il a lui aussi progressé et peut-être même beaucoup plus que Vegeta. Plus tard encore, Vegeta se laissera manipuler par Babidi dans le but d'obtenir un boost de puissance lui permettant d'affronter enfin Sangoku à puissance égale. Nos deux rivaux s'affrontent alors pour la deuxième fois depuis l'arc des Saiyans, et ce combat va être intense aussi bien au niveau combatif qu'au niveau émotionnel. Au début, Sangoku reconnaît la puissance de Vegeta et ses progrès, mais malgré ça, Vegeta lui répondra que la différence entre eux n'est toujours pas résorbée. Un joli dialogue entre les deux débute, et on comprend la peine de Vegeta et ce qui l'a mené à accepter d'être boosté par Babidi. Même si cela n'était qu'à but de pouvoir combattre Sangoku de manière égale, Sangoku rappellera à Vegeta qu'il est un être fier, et que s'il en arrivait jusque-là, c'est qu'il devait être désespéré. Vegeta se confie alors à Sangoku, il voulait redevenir comme avant, et ses mots sont forts puisqu'on constate que Vegeta prend sur lui depuis des années, et que malgré sa petite vie de famille et sa vie paisible, ce mode de vie ne lui correspond pas et ne semble pas le combler plus que ça. Il apprécie sa vie sur Terre, c'est vrai, mais il a commencé à changer à cause de Sangoku, et c'est là que j'insiste sur le fait qu'il s'agit de son sacrifice face à Cell, c'est là l'élément déclencheur en Vegeta. Bref, Sangoku a bien cerné Vegeta et il sait qu'il bluffe, il n'a pas vendu son âme entière et ça Vegeta a du mal à le cacher. Mais il est trop tard pour poursuivre cette conversation, le démon Buu est sorti de son cocon. Vegeta fait mine de vouloir accompagner Sangoku dans ce nouveau combat, mais en réalité, il frappe son rival alors que sa garde était baissée et ainsi il lui confie « C'est moi qui a permis à Majin Buu de sortir, c'est moi qui vais nous en débarrasser, j'en finirai avec toi plus tard. » Si je suis toujours en vie. Avant même de partir affronter Buu, on comprend que Vegeta a réellement changé en bien. On parle là d'un Vegeta qui part se battre sans savoir s'il va revenir vivant ou non. Après quelques scènes de combat, le prince des Saiyans comprend qu'il n'est pas de taille face à Buu. Donc il ne voit qu'une seule solution pour espérer le vaincre, se sacrifier. Une nouvelle scène épique apparaît. On découvre un père aimant enlaçant son fils une dernière fois avant de l'assommer et d'assommer Sangoten pour les protéger de ce qui va lui arriver. Il demandera d'ailleurs gentiment à Piccolo de les amener loin d'ici, ce qui est bizarre puisque Vegeta ne lui a jamais parlé gentiment. Avec un court dialogue sincère et bien mené, Vegeta demandera à Piccolo si une fois mort, il pourra revoir Sangoku. Et même si c'est de la VF, un grand merci à Eric Legrand pour cette prestation hors du commun, eh bien on remarque que Vegeta nomme Sangoku par son prénom terrien. Mais aussi qu'il se préoccupe de savoir s'il va pouvoir revoir Sangoku. Et c'est très étrange parce que quand on est l'ennemi de quelqu'un, ce n'est pas vraiment à ça qu'on pense lorsqu'on est sur le point de mourir. Pour vous donner mon avis, Vegeta ne considère plus Sangoku comme son ennemi, mais plus comme un moyen de devenir plus fort, une source de motivation, mais aussi un exemple mentalement. Car en dehors de ses entraînements pour devenir plus fort, Vegeta est aussi devenu un père, un Saiyan développant une partie de lui humaine avec des émotions et de l'amour envers les siens. La saga Buu est riche en ce qui concerne l'évolution de Vegeta, je crois même que c'est dans cette saga que l'on remarque le plus les changements en lui. Malgré la forte rivalité entre eux, ce qui fait que Vegeta refuse systématiquement d'être relié à Sangoku, c'est sa fierté. Car lorsque Sangoku lui propose de fusionner pour devenir Végétaux, Vegeta refuse parce qu'il ne veut pas avoir à s'unir à son rival, mais aussi parce qu'il refuse d'avoir recours à cette méthode pour gagner. Vous connaissez la suite, Végétaux apparaît, Buan est malmené, mais on est là pour approfondir sur la rivalité entre Sangoku et Vegeta. Alors naturellement, je vous amène à cette séquence unique et légendaire, le discours de Vegeta sur Sangoku. Alors que Sangoku affronte Kid Buu, Vegeta va nous sortir une superbe déclaration vis-à-vis de Sangoku et ses propos prouveront qu'il a bel et bien changé grâce à lui. Vous l'avez compris, Vegeta nous fait comprendre qu'il est bien devenu plus humain et que Sangoku a causé le changement en lui, mais notre héros n'est pas le seul à l'avoir fait changer. Bien évidemment, Bulma et Trunks ont eux aussi contribué à tout ça, mais Sangoku est le principal concerné et c'est là que leur rivalité s'explique. Mais c'est aussi là qu'elle change. Vegeta rencontre Sangoku pour la première fois, il estime comme étant faible et sans mérite, puis Sangoku lui fait comprendre qui il est, notamment en le mettant à mal lors de leur premier combat.
Sangoku décide d'épargner Vegeta, ce que le prince prend pour affront, puis une sorte de rivalité négative naît puisque Vegeta semble vouloir progresser pour vaincre son rival Sangoku. Les tensions s'atténuent dans la saga Namek lorsque Freezer débarque et qu'il devient l'ennemi principal, et c'est là qu'on comprend mieux la personnalité de Vegeta. Il a été manipulé mais ça reste un mauvais gars, il aime tuer, il aime se battre, bref ça reste un vrai Saiyan, tout simplement. Lorsqu'il apprend que son rival, qu'il déteste tant, a vaincu Freezer et respecté sa promesse vis-à-vis des Saiyans, j'ai l'impression que déjà son avis sur Sangoku a changé. Maintenant il le considère, il sait de quoi il est capable et il le reconnaît là la puissance d'un Saiyan. Dans la saga Cell, leur rivalité reste négative, je n'ai rien d'autre à ajouter, sauf si ce n'est le fait que Sangoku devient une réelle source de motivation pour Vegeta, l'ayant poussé à obtenir le Super Saiyan. Ce n'est qu'à la fin, lors du sacrifice de Sangoku, que Vegeta a un réel déclic mental, mais ce déclic on en verra les changements dans la saga Buu, car dans celle-ci la rivalité est maintenant positive. Vegeta s'entraîne pour se surpasser lui-même et pour y parvenir, il n'a pas eu besoin de blesser qui que ce soit. Et puis maintenant, on va conclure sur la saga Buu. Pour moi, la rivalité qui unit Sangoku et Vegeta devient fraternelle, car oui, Vegeta s'entraîne toujours dans le but de vaincre Sangoku, mais aussi pour surpasser ses propres limites sans avoir à prendre de mauvaises décisions comme il a pu le faire avec Babidi par exemple. Ce qui confirme mon avis sur le fait qu'en dehors de la puissance, la rivalité entre ces deux Saiyans est aussi psychologique. Vegeta a beaucoup d'éteint sur Sangoku comme beaucoup d'autres avant lui, notamment avec Krillin, Yamcha, Tenjinan, Piccolo et j'en passe. Maintenant, dans Dragon Ball Super, on sait que Vegeta a entièrement adopté sa nature terrienne. Même s'il préserve toujours sa nature Saiyan et sa fierté sans égale, il ne s'agit plus de vouloir tuer Sangoku ou quiconque. Les deux rivaux s'entraînent ensemble, ils se surpassent ensemble et affrontent le danger ensemble main dans la main sans sourciller. Ils n'hésiteront pas à fusionner pour combattre l'ennemi si nécessaire, notamment avec le retour de Végéto face à Zamasu fusionné et l'apparition de Gogeta face à Broly. Au contraire même, Vegeta ira même jusqu'à infliger une correction personnelle à Goku Black pour avoir usurpé l'identité de Sangoku, reconnaissant alors son rival comme ayant du mérite contrairement à lui. Durant le tournoi du pouvoir, Vegeta et Sangoku vont combattre ensemble et le prince ira même jusqu'à donner le reste de son énergie à Sangoku pour qu'il puisse continuer à combattre Jiren. Alors oui, la survie de leur univers était en jeu, mais je tiens à rappeler que dans Dragon Ball Z, jamais Vegeta n'aurait donné son énergie à Sangoku même si la Terre était en danger. Bon, ils ont fusionné en Végéto, donc en vrai ça peut se discuter. En dehors des aventures qu'ont menées Sangoku et Vegeta dans Dragon Ball Super qui aujourd'hui continuent d'être menées, c'est ainsi que je conclus la vidéo sur la vérité derrière la rivalité entre Sangoku et Vegeta, et dans cette vidéo, vous avez pu comprendre que dans cette grande rivalité unique, c'est surtout à la philosophie, à la mentalité et à la personnalité de Vegeta que celle-ci doit sa naissance, puisqu'à aucun moment Sangoku n'a fait part de son désir de surpasser Vegeta, et donc on peut supposer qu'il ne l'a jamais considéré comme étant son rival. Et voilà les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, ici c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la rivalité de ces deux légendes, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo, ça me ferait super plaisir et ça ferait évoluer la chaîne également. De mon côté je vous prépare d'autres pépites, et sur ce, prenez soin de vous, que le ki vous guide les amis, ciao.